Ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o. Voilà, chers amis de la presse, nous sommes en face de Dr Badibanga Sambuka Bissala, qui est éducateur et qui est aussi analyste de la situation politique au pays et dans notre province du Kasaï oriental. Il va devoir nous parler aujourd'hui. D'abord, nous allons commencer par... je rappelle d'abord que nous sommes 5 médias ici. La radio-télévision de Bokassaï, représentée par Jean-Alphonse Ngandou, la radio-télé Fraternité, représentée par Hortense Mpinda Chumana, FDM Radio par Gabriel Kassonga et la radio Zoé par Placide Ntumba, ainsi que Kalonji TV par Emery Kazali Chibang. Alors, en face de nous, le docteur Badibanga va devoir pendant 15 minutes nous exposer. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est donc le développement du Kasaï oriental, un rendez-vous manqué. Bien que le thème porte sur le Kasaï oriental, mais vous savez que tout dernièrement, il y a le gouvernement Sama Lukonde qui a été rendu public et qui devra présenter son programme et être investi par l'Assemblée nationale, et il aura également à parler par rapport à cette question d'actualité, mais le grand sera autour de cette question, le développement du Kasaï oriental, un rendez-vous manqué. Et nous allons donc lui passer la parole pour son exposé, et ce n'est qu'après que nous allons poser quelques questions d'éclaircissement afin de développer ce dont il aura parlé, et nous allons rester dans les points qu'il va lui-même évoquer. Merci. Merci beaucoup, chers amis. Je dois d'abord vous présenter mes salutations les plus chaleureuses et soyez les bienvenus encore au sein de cette institution du groupe scolaire Bansambi. Il y a, depuis un certain temps, 1 mois, 2 mois, au niveau du pays, au niveau de la province, des remous, de bouleversements, de changements qui nous interpellent. Nous avons pensé que contribuer à la réflexion de quels sont les effets induits par ces changements opérés au niveau du pays, avec d'abord l'avènement de l'Union sacrée, puis du gouvernement Lukonde. Et dans cette mouvance, nous avons au niveau de la province un changement au niveau de l'exécutif. C'est pour cela que j'ai pensé, donc pour notre entretien d'aujourd'hui, l'intituler « Les développements de la province du Kasaï oriental est-il un rendez-vous manqué ?» et l'aborder sous la forme de remise en question. Pour moi, la remise en question s'impose. Après 2 ans d'avènement du nouveau pouvoir, du nouveau régime avec le président Tshisekedi Tshilombo, et aussi le nouvel exécutif et législatif au niveau de notre province, qu'en est-il de ce développement tant attendu par notre peuple du Kasaï oriental? Pour moi, je me dis, c'est une remise en question. En scrutant un peu ce qui se passe, on dirait un rendez-vous manqué. Pourquoi je dis un rendez-vous manqué? C'est parce qu'un développement, il faut le comprendre dans des termes plus simples. Il ne faut pas être trop
philosophe, trop intellectuel pour penser le développement. Comme on le dit, c'est le bien-être de la population. On ne peut pas faire un développement pour rien, c'est pour le bien-être de la population. C'est dans ces termes que je dis, est-ce un rendez-vous manqué? Le bien-être de cette population. Lorsque nous parlons de ce bien-être, nous regardons certains critères ou caractéristiques, certains paramètres de ce bien-être qui sont les plus aisés, que tout le monde comprend. On nous dit que c'est le droit à la sécurité. Est-ce qu'au niveau du pays, est-ce qu'au niveau de la province, cette sécurité est-elle garantie? On nous dit que c'est le droit à la santé. Est-ce que nous avons ce droit à la santé durant les 2 années qui sont pour nous les années capitales pour nous mener vers ce bien-être tant attendu par le peuple de Kasaïen, donc de notre province et du pays. Troisièmement, l'accès à l'éducation. Quel type d'éducation nous avons ici? Pour espérer que ça peut nous conduire au bien-être. Quatrièmement, nous avons ce on nous dit, l'assainissement, l'hygiène, l'eau et d'autres infrastructures comme l'électricité. Le bien-être, lorsque nous regardons une famille, on se dit, mais il faut que cette famille puisse survivre, puisse vivre en ayant justement accès à tout ce que je viens de citer, mais sans emploi rémunérateur. Comment vous allez faire face à tous ces besoins? C'est ainsi que nous sommes en train de nous dire que ce bien-être que vise tout gouvernement, tout pouvoir, qu'il soit au niveau local d'une communauté comme le pouvoir traditionnel, qu'il soit au niveau d'un groupement, qu'il soit au niveau d'une ville, d'une commune, qu'il soit au niveau de la province, qu'il soit au niveau national, même mondial, c'est le bien-être de cette population. C'est pour cela que, au niveau international, nous avons commencé ce développement durable. Au fond, le développement durable, c'est quoi? C'est justement tout un plan d'action de toutes les nations du monde pour aller vers le bien-être. Donc on ne peut pas être au pouvoir sans ce bien-être. C'est ce que je suis en train de me poser comme question. Est-ce que ce développement, on peut ajouter durable, est-il un rendez-vous manqué ici au niveau de notre province du Kasaï oriental, vu les enjeux et les défis auxquels nous faisons face au niveau du pays, avec tous ces changements qui sont en train de s'opérer? Ce n'est qu'en répondant à cette question, à ces questions que je viens de dire, de relater, d'énumérer, que nous pouvons dire, est-ce qu'il y a encore d'espoir pour nous? Durant la mandature de ce pouvoir, donc c'est cette législature où nous sommes en train de dire, est-ce que c'est un rendez-vous manqué? Et nous allons remettre en question justement cet état de choses. Allons, commençons par le niveau national. Le niveau national, il y a un grand bouleversement qui s'est opéré. C'est cette rupture entre le FCC et le CACH, dont l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, avec l'UMC, sont vraiment les détenteurs de cette représentation, disons, de ces deux groupes qui sont
protagonistes. Et voilà l'avènement de l'union sacrée. C'est ça que je m'interroge aussi. Cette union sacrée, est-ce que cette union sacrée incarne vraiment les espoirs du peuple congolais pour son bien-être, pour la réalisation de son bien-être? C'est ça la remise en question. D'abord, est-ce que cette union sacrée? Je vais me référer à l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, revenons un peu à notre héros national, Patrice Emery Lumumba. En 1959, tout juste avant l'indépendance, il était en Belgique. Je pense qu'après ou avant la table ronde, et il était interviewé par un journaliste belge. Et ce journaliste belge lui a posé la question, mais pourquoi parlez-vous de l'union sacrée? Parce qu'il devait y avoir un forum à Kananga, à Loulouabourg. Pourquoi vous dites l'union sacrée du peuple congolais? Et il a tellement bien exprimé sa pensée profonde sur cette union sacrée. Qu'a-t-il dit? Il a dit seulement que l'union sacrée du peuple congolais en 1959, dans cette lutte pour l'indépendance, il a dit, c'est parce que tout le peuple congolais veut cette indépendance. Puisque nous allons vers cette indépendance, il n'est pas question d'avoir des partis politiques où chacun avec son opinion. Donc nous sommes rassemblés tous devant cet idéal, c'est aller vers notre libération, c'est-à-dire obtenir notre indépendance. Et il ne voit pas pourquoi il doit y avoir 14 partis politiques, 2 partis politiques, 20 partis. Il dit tout le peuple congolais aspire à l'indépendance. Et donc nous tous, nous allons faire ce pacte-là, c'est l'union sacrée. Et après cette union sacrée, quand nous aurons l'indépendance, maintenant, ce sera une sorte de transition. Nous aurons des élections pour avoir le pouvoir, la nouvelle législature, où les partis politiques, 2, 3, 4, vont justement concourir pour avoir ce pouvoir. Mais maintenant, on n'a pas besoin de cette division du peuple. En 1959, Patrice Emery a donné cette idée de l'union sacrée. C'est comme ça, nous sommes en train de nous dire, est-ce que cette union sacrée que le président Tshisekedi Tshilombo vient de lancer n'est pas dans le même sens, la même vision que ce que Patrice Emery Lumumba a 61 ans plus tôt avait déjà devancé pour dire nous n'avons pas besoin de nous battre. Le peuple congolais aspire à son bien-être. Et nous pensons que c'est l'indépendance de notre peuple qui va nous libérer et nous converger vers ce bien-être-là. Et nous pensons que c'est l'état d'esprit actuel et du président de la République et de tous ceux qui seront au pouvoir actuellement jusqu'en 2023, pour que nous puissions avoir une autre législature, pour qu'on se batte pour le pouvoir. Mais maintenant, étant donné notre expérience, les espoirs du peuple congolais au bien-être, c'est comme ça tout le monde est vraiment, tous nous convergeons vers ce bien-être. Et nous ne pouvons pas dire ça appartient à tel parti politique, ça appartient à tel groupe ethnique, ça appartient à telle province. Non, c'est l'union sacrée pour le bien-être du peuple congolais. Et nous pensons que si nous sommes tous dans cet état d'esprit, nous pouvons donc faire le chemin maintenant pour dire, ok, maintenant nous allons travailler pour cette union sacrée du peuple congolais pour son bien-être.
nous nous rabattons au niveau de notre province. Si nous entrons dans cet esprit, cette vision de l'union sacrée, c'est pour le bien-être du peuple kassaïen ici. C'est pour le bien-être. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'appartenance ethnique, il n'y a pas de militants de tel ou tel bord. C'est le peuple seulement qui dit « nous voulons notre bien-être, donc il faut nous unir ». C'est cet état d'esprit. Sans quoi, nous n'allons pas aller vers ce bien-être que je vous ai cité. Est-ce que la sécurité a besoin de partis politiques de l'opposition ou du pouvoir? Est-ce que avoir accès aux soins de qualité, est-ce que nous avons besoin de ces partis politiques de l'opposition et du pouvoir? Cet antagonisme que nous sommes en train maintenant de revivre ici au niveau de notre province. Si nous comprenons cet esprit-là, de dire ce bien-être n'a pas de couleur, n'a pas de race, et n'a pas de religion. Donc si nous comprenons tous, nous entrons dans cette vision de l'union sacrée, nous allons chercher tout ce que le bien-être du peuple kassaïen, du peuple qui vit dans cette province et au niveau du territoire national. C'est cette remise en question que nous devons faire. Quelles sont maintenant les conséquences? Nous devons tirer les conséquences si nous aspirons tous, nous adhérons tous à la même vision. C'est la gouvernance à la fois au niveau national, mais nous, ce que nous appréhendons le mieux, c'est la gouvernance ici au niveau de notre province. Pour nous amener à ce bien-être, c'est quel type de gouvernance nous avons besoin? C'est ça ma remise en question profonde. Je me dis, pour que nous puissions aller vers ce bien-être de ce peuple ici, avec les paramètres que je viens de citer, la sécurité, le logement sain, l'eau, l'hygiène et l'électricité et l'éducation, quel est l'état d'esprit qui doit prévaloir actuellement dans tout Kassaïen, ici dans notre province du Kasaï oriental? C'est cet esprit de dire il n'y a pas lieu de nous d'un militantisme de dire moi j'adhère à tel parti. Non, ce n'est pas ça cette union sacrée telle que nous le pensons maintenant, pour que nous ne rations pas ce développement du Kasaï oriental. Dans tous les secteurs, si nous prenons un par un ce que je viens d'énumérer, nous disons nous n'avons pas besoin de nous séparer, nous n'avons pas besoin de dire vous êtes de quel bord. Si nous n'avons pas cet état d'esprit, peu importe la personne que nous allons placer au niveau de la gouvernance de cette province, les 4 pouvoirs, nous avons les 3 pouvoirs, d'abord donc régaliens que nous connaissons tous, exécutifs de la province. Peu importe la personne que nous allons placer là-bas, s'il n'a pas cette vision d'union sacrée, ne peut pas réussir à faire décoller cette province, que cette province tende vers le bien-être du peuple. Le pouvoir législatif, s'il ne travaille pas dans cette vision d'union sacrée, ne peut pas éditer de loi, il ne peut pas faire en sorte qu'il y aura toujours une séparation, un antagonisme, plutôt qu'une synergie pour aller vers le bien-être. Un seul doigt ne peut pas enlever l'époux de la tête. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut comprendre, de ne pas amener le peuple à se quereller pour rien, alors que la vision qui vient d'en haut nous dit, nous sommes une union sacrée, il n'y a pas de parti politique
il y a l'idée de dire nous convergeons vers le bien-être. C'est ce que le cri du cœur que moi je suis en train de lancer pour faire prendre conscience, pour dire si le législatif n'a pas cette vision, si le judiciaire n'a pas cette vision, et vous, les journalistes, puisque vous êtes le quatrième pouvoir, vous ne pouvez pas prendre parti. Non. Si vous regardez vers le bien-être de ce peuple ici, cette union sacrée, vous allez faire cette remise en question. Vous allez vers cette remise en question pour dire non, 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 non. L'union sacrée, ce n'est pas que chacun ait ses préférences par rapport à d'autres. Ça c'est bien, ça ce n'est pas. Non, l'union sacrée, c'est-à-dire nous tous, on regarde les bien-être de notre peuple et nous disons, on va travailler. La gouvernance que nous allons mettre en place maintenant, elle n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Elle est inodore comme l'eau que nous disons. Mais si le peuple ne travaille les pouvoirs que nous avons maintenant, les 2 ans, parce que qu'il nous reste, j'insiste toujours sur le 2 ans, il nous reste 2 ans. La 3e année, maintenant, nous sommes en train de consommer cette 3e année. Donc, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire dans les 2 ans qui restent? Donc, il faut que nous travaillions pour faire prendre conscience à notre peuple que cette union sacrée n'a pas cette odeur-là. De toi, tu es de tel côté, moi, je suis de... Non, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il faut qu'il y ait une synergie pour dire, nous allons nous en sortir maintenant. Sans quoi, des espoirs sont déçus. Nous n'allons pas décoller. Nous allons tourner en rond en train de nous battre, etc. Chacun avec ses envies qu'on va étaler sur la place publique en disant intérêt du peuple, intérêt, ce n'est pas les intérêts du peuple. Voilà un peu ce que j'ai voulu introduire. Est-ce que le développement du Kasaï oriental, pour son bien-être, est un rendez-vous manqué lorsque nous ne comprenons pas l'esprit et la lettre de l'union sacrée. Je vous remercie. Badiba Nsambouka, c'est un vieux loup. Nous avons toujours bénéficié de son expérience. Nous recherchons cette expérience pour pouvoir, n'est-ce pas, la communiquer à nos auditeurs et téléspectateurs. Docteur Badiba, je vous remercie pour l'exposé de tout à l'heure, très riche. Mais pendant que vous étiez en train de parler, moi, j'étais en train de me poser 2 petites questions que je vous pose d'ailleurs. Ces développements, ces bien-être dans la province du Kasaï oriental, l'accent est mis là-dedans. Qui doit commencer ce développement? C'est bien-être de la population qui doit être indolore, vous avez dit, donc sans couleur, qui ne doit pas tenir compte des partis politiques, des divergences tribales et tout, vous l'avez dit, dans des termes beaucoup plus clairs. Mais qui doit commencer cela dans la province du Kasaï oriental, à votre avis? La deuxième question, à Kinshasa, le chef de l'État a prêché par l'exemple, vous l'avez vu, vous l'avez évoqué dans votre exposé. Il est établi que ce qui divise le Kasaïen et qui empêcherait leur développement depuis des générations, c'est ce mot qui fait qu'il ne s'accepte pas. C'est manque de collaboration entre nous, Kasaïens. Mais le chef de l'État a donné un autre son, un autre ton à Kinshasa. Dans la nomination ou dans les différentes nominations, nous l'avons vu, que ce soit au niveau de la maison civile, que ce soit au niveau de tous ces services. Nous voyons cette vision-là, globale et globalisante, qui essaye de prendre tout le monde à contribution pour la réussite. Bon, ici chez nous, quelle thérapeutique vous proposez
eu égard à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de la province pour que l'exemple qui vient d'être donné d'en haut se répercute et qu'il n'y ait pas toujours des chantages du genre telle et de telle tendance politique, telle autre et de telle mouvance politique. Merci. Je félicite l'intervenant de tout à l'heure, le docteur Bansambier, pour le souci qu'il a de cette province, de la voir se développer et surtout aller de l'avant. Je m'attendais peut-être à des issues, c'est-à-dire à des propositions concrètes dans le sens de trouver les voies et moyens pour le développement de la province du Kasaï oriental. Parce qu'il a dit que c'est un développement ou un décollage qui est raté. Et je suis de son avis pour dire qu'il s'est écoulé 2 ans sans toutefois voir des réalisations concrètes pour le développement de la province du Kasaï oriental. Alors, je m'attendais peut-être à ce qu'ils nous disent ce que nous devons faire en ces temps ici, pour les 2 années qui nous restent pour terminer ce mandat. Qu'est-ce que le Kasaïen doit faire pour son bien-être, pour le développement intégral de la province? C'est la première question. La deuxième question est en rapport avec l'appartenance politique. Je sais que nous avons élu les gens selon leur appartenance politique. Parce que quand la première coalition a été constituée au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de la nation, on a vu le CACH et on a vu le FCC. Bon, maintenant qu'une autre coalition ou une conséquence de la dissolution de cette coalition, la conséquence, c'est la naissance de l'union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que l'union sacrée du pouvoir maintenant peut-elle nous apporter le bien-être que nous attendons? Parce que la guerre est encore ouverte jusqu'ici. Il y a toujours des remous au niveau national. Est-ce que l'union sacrée va donner la réponse satisfaisante à la population qui attend tout d'elle? Merci. Merci bien. La première question de M. Ntumba, qui demande qui doit guider, par où et qui va commencer ici au niveau de notre province du Kasaï oriental. Sachant que ce qui divise le Kasaïen, c'est autant qu'ils ne s'acceptent pas, aussi bien qu'ils veulent travailler chacun de son côté. Il y a cette division-là. C'est justement cette remise en question qui s'impose. Je vous ai dit, le développement du Kasaï oriental est-il un rendez-vous manqué? Qu'est-ce que cela veut dire, un rendez-vous manqué? C'est-à-dire, je me pose aussi des questions, je me dis, il faut remettre en question notre façon de gouverner, notre gouvernance, au niveau même d'abord individuel. Comment est-ce que nous vivons cette espérance de bien-être? Alors là, nous allons voir que c'est la famille à laquelle nous faisons maintenant appel pour dire on ne peut pas se développer sans qu'au niveau de la famille, nous ayons élevé le niveau et la compréhension de cette famille-là. C'est qu'est-ce que c'est le bien-être? C'est la famille d'abord qui est la cellule de base. Comment est-ce que la famille kasaïenne ici, au niveau de notre province, intègre cette notion de bien-être, aspire? Est-ce que notre famille actuellement kasaïenne est responsable? Peut-être nous sommes en train de croire que le bien-être dépend des autres. Alors que nous qui vivons ici au niveau de la base, nous sommes en train de remettre en question la famille kasaïenne elle-même, la famille actuelle, congolaise aussi. Nous disons, cette famille dans son état actuel est défigurée.
ce n'est plus cette famille qui est responsable. Donc, je parle toujours de faits. Regardons un peu le niveau de nos socio-économiques, de nos familles. Nous qui sommes avec eux à l'école, nous voyons nos enfants, comment ils se font. Nous avons ouvert, je parle de faits concrets, qui me font beaucoup réfléchir. Nous avons introduit au niveau de notre école ce que nous appelons la résilience psychologique. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'avec tout ce que nous vivons, l'environnement de détresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité, il y a tantôt les vivres montent de prix sur le marché, on n'a pas accès, les routes ne sont pas ne permettent pas l'acheminement des vivres vers l'intérieur, vers ici. Je vois mes élèves, on mange une fois peut-être à 20 heures. Et puis, nos familles, tenez-vous, nos familles, souvent maintenant, au lieu d'être avec les deux parents, beaucoup de nos familles, c'est monoparental. Même quand on est mère et mari et femme, c'est monoparental. Nous voyons chez nos élèves, papa n'est pas là pour faire face à notre survie. Il est obligé de se déplacer. C'est maman seule. Si maman n'arrive pas elle-même à entreprendre une activité productrice, eh bien, nous n'avons pas suffisamment à manger. Alors que nous avons dit le bien-être, c'est aussi accès à l'alimentation saine. Donc nous voyons ici, nous avons introduit cet élément de dire, est-ce que nos enfants, nous avons parlé de la santé avec cette pandémie de la Covid, est-ce que nos enfants peuvent résister à cet environnement de détresse, d'adversité, pour s'en sortir et réussir? Et c'est quel type d'enseignement nous allons donner ici? C'est ça la remise en question. Et nous étudions les facteurs de protection de l'enfant et les facteurs de risque pour dire notre enfant a plus de chances de réussir, oui, et plus de chances d'échouer. Donc c'est toute une remise en question de comment est-ce que nous allons aborder l'éducation de notre enfant maintenant dans ce contexte. C'est ça que nous disons, il faut remettre en question les systèmes éducatifs. Il faut remettre les systèmes éducatifs. Nous venons de faire 7 mois, 8 mois avec l'année passée, 6 mois sans enseignement, les classes étaient fermées, 2 mois cette année. Est-ce que nous avons remis en question la façon donc d'encadrer nos enfants au niveau de nos établissements scolaires pour dire c'est quel système éducatif ou c'est comment nous allons dispenser les enseignements et favoriser les apprentissages? Voilà la remise en question. Je dis non, nous continuons comme par le passé, comme si rien n'arrive. Alors qu'il y a des chercheurs qui sont en train de dire non, non, ça ne va pas avec nos enfants. J'ai reçu un papa dont l'enfant était ici, qui sont partis à cause du Minerval, sont partis en 7e, 3e secondaire, mais ils sont dans de bonnes écoles, jadis ici. Ils sont 105 élèves. Et le papa me dit, franchement, mon enfant était parmi les 5 premiers. Je vous remercie parce que s'il n'a pas eu cet encadrement où ils étaient qu'à 20 élèves dans la classe, il n'allait pas s'en sortir avec les 105. Je ris seulement, je dis, mais papa, vous dites, elle a réussi sur 105 élèves. Une remise en question. Ça ne se fait pas donc
au niveau seulement. Vous voyez, même la famille, ce sont les points qui intéressent les parents, mais ne regardent pas l'efficacité et la qualité de cet enseignement. Ça, ce sont des faits, un exemple. Donc, pour vous dire, c'est chacun d'abord à partir de la famille. À partir de la famille, on doit remettre en question, est-ce que c'est que nous faisons maintenant dans cette situation, est-ce que nous favorisons justement le développement de notre province? Remontons un peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit les autorités municipales, la mairie, etc., pour dire aux gens, faisons le salongo chaque samedi? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une assimilation par la famille, par l'individu, que l'assainissement que je vous ai dit, l'assainissement est important pour le développement, pour le bien-être. Mais non, il faut qu'il y ait un fouet, une obligation quelque part. Et c'est là que nous disons qu'il y a un problème d'éducation. D'abord la famille, il faut éduquer au niveau de la famille. Donc par où commencer? Monsieur Thomas, je dis toujours à mes enseignants ici, tant que la famille ne va pas assimiler cette notion, puisque c'est la famille qui va aussi produire les futurs dirigeants. Je dis c'est la famille, il faut commencer l'éducation. Il y a une multitude d'associations maintenant. Mais si vous analysez ces associations, dont vous êtes aussi membre, par-ci, par-là, tous c'est la politique. Ce sont des associations des activistes, des militants, de ceci, etc. Mais c'est là où nous devons réfléchir. Mais il faut toucher la famille, il faut toucher l'enfant depuis son bas âge, etc. Là où il vit d'abord. Donc, c'est synergique. Si nous ne commençons pas avec les familles, je vous assure, ça sera une éducation tronquée, nous ne comprendrons pas où nous allons. Parce que cet empressement de dire les points, les diplômes, malgré tout, je veux avoir mon diplôme. Mais ça vient de la famille, non? Mais qui veut que son enfant puisse réussir coûte que coûte? Ce n'est pas les autorités municipales et provinciales ou au niveau du pays. C'est nous d'abord qui avons la perception du bien-être de l'enfant, c'est avoir son diplôme. Même si après son diplôme, il reste chômeur, mais il faut coûte que coûte qu'il réussisse. Donc c'est ça la remise en question, dont je n'ai pas tellement de réponse. Je me dis, mais si nous ne remettons pas en question, pour moi, je vous parle toujours de la famille. J'ai dit la famille. Qu'est-ce que vous pensez, ce papa-là, qui migre pour aller chercher la survie? Il est, même ici localement, faites une enquête, vous allez voir les ménages ici. Un parent manque toujours. Et moi, je l'ai ici au niveau de l'école. Non, papa n'est pas là. Est-ce que nous ne pouvons pas payer le Minerval après, etc. Donc, notre famille kassaïenne, qui était notre fierté, est complètement défigurée. Donc, pour moi, si on me dit la bonne gouvernance, je dis faites que la famille puisse aspirer à ce bien-être-là. D'abord, unir cette famille. Si nous prenons ça comme point de départ en disant que la famille, d'abord la famille, vous allez voir comment la famille va. C'est là où nous arrivons à l'emploi. Si la famille n'a pas une activité génératrice de revenus, comment voulez-vous que cette famille puisse garantir les autres aspects du bien-être? Elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas de sources de revenus. Donc, est-ce que vous entendez dans la gouvernance provinciale, que ce soit législative, est-ce que vous avez déjà entendu des édits en faveur de dire il faut que notre famille soit comme ceci? Non, non, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Mais pour dire, mais ce qui va construire cette province ici, c'est la famille. Lorsqu'elle est désunie,
telle qu'elle est en train d'évoluer, moi je pose des points d'interrogation. C'est là où je voudrais avoir des débats, même de la part de vos chaînes. La place et le rôle de la famille kassaïenne, avec tout ce que dans les temps nous avions comme privilège, mais qui se sont écroulés. Voilà le point de départ, et c'est synergique. Et nous-mêmes, l'éducation. L'éducation est fondamentale comme point de départ. C'est ce que dans le développement humain, on a dit le capital humain. Est-ce que nous, c'est quel capital humain? Quand on regarde la façon dont nos jeunes réussissent aux instituts supérieurs, et depuis les humanités jusqu'aux universités, prenez-les. C'est la remise en question. C'est d'abord le capital humain. Comment nous allons construire le capital humain? C'est ce que nous voulions voir, que ceux qui ont le pouvoir au niveau de la province ici débattent là-dessus. Quel type de capital humain, de jeunesse nous voulons avoir. Ça va prendre du temps, les 2 ans ici. C'est palliatif comme on dit en médecine, on va colmater les brèches. Mais à long terme, d'ici 10 ans, quel type de jeunesse, parce qu'ils vont sortir des humanités, des instituts supérieurs, quel type de jeunesse nous voulons avoir? C'est ça la réflexion que moi je dis par où commencer, c'est remettre en question notre plan pour dire d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, quel type de jeunesse nous voulons voir. Alors cette législature, pour moi, doit préparer ça. C'est une législature de transition. C'est comme, vous entendez des réflexions au niveau de Kinshasa, de certains qui disent qu'il faut remettre la pendule à l'heure, l'adapter. Au fond, ce n'est pas remettre la pendule pour dire, si c'était moi, pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les élections. Non, c'est pour dire c'est maintenant la transition véritable qui va commencer pour le développement de la RDC d'ici 10, 20 ans. Faisons la même chose pour la province du Kasaï oriental. Donc ça, c'est pour répondre à votre question, la remise en question de que nous planifions quel type de jeunesse nous avons besoin, le capital humain, pour reprendre en main cette province. Et cette période ici n'est qu'une période de transition, qu'on ne se leurre pas. C'est une période de transition. Malgré, je veux terminer par là, notre président s'est débattu pour moderniser Kinshasa avec les sauts de moutons là. Regardez ce que la population est en train de faire de l'usage de ces sauts de moutons. Pas plus tard que hier, c'est devenu le marché. Je vous ai dit, M. Kavangou, avec nos émissions antérieures, que si vous n'éduquez pas cette population, tout ce que vous allez faire, ils vont détruire. Regardez, les sauts de moutons sont devenus des marchés. Et tous les caniveaux, de part et d'autre, sont bourrés de ces produits de marché là. Et les associations de bonne volonté commencent à aller nettoyer ça. Mais ça va détruire le seuil de mouton là d'ici, ça ne va pas tenir même 5 ans. Donc s'il n'y a pas cette éducation, nous pouvons tout faire, on va détruire ça. Les seuils de moutons sont là, des beaux ouvrages qu'on nous a donnés. Mais c'est plein. C'est passé à la télévision, la radio, la télévision nationale. C'est devenu des marchés. Les gens refusent même de passer sur les passerelles. Parce qu'ils disent, non, on passe là en dessous. C'est trop long. Non. Vite. C'est pourquoi je dis qu'il faut commencer par l'éducation. Considérons cette période comme transition pour quel type de jeunesse d'ici 10, 20 ans. Deuxième, pour parler de... Les Kassaïens ne s'acceptent pas, de propositions concrètes. Donc je suis en même temps en train de répondre à votre... Je pense que la sécurité ici commence par répondre à ce bien-être-là. Si nous avons l'emploi,
si nous avons l'emploi, nous allons faire face, ou bien une activité rémunératrice, dans ce sens-là, l'emploi, nous allons faire face à tous les autres besoins d'alimentation, d'amener nos enfants à l'école, aux soins de santé. Mais si nous n'avons pas ça, cet emploi-là, cette activité génératrice de revenus, nous pouvons crier. Nous n'allons pas satisfaire ce bien-être. Pour moi, le capital humain, et deuxièmement, mais pour ce capital humain, il faut le préparer pour qu'il ait l'emploi. Est-ce que actuellement, quels sont... Hier, je pense, si c'est hier c'est hier, il y a eu le gouvernement provincial a présenté son plan d'action, son budget budgétaire intégrant les entités décentralisées territoriales. Oui. Alors je me suis dit, mais j'espère que dans ce plan-là, ce n'est pas seulement les chiffres qu'on vient nous dire, voilà, il y a ça. On nous dit aussi qu'on va permettre à ce que les familles, là, tous ces gens qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus, comment ils vont avoir les activités génératrices de revenus pour leur permettre de faire face à... Mais sinon, ça sera que des discours. Et les gens vont dire, mais il nous reste 2 ans. Est-ce que, je n'ai pas vu, je n'ai pas la chose, j'espère que vous avez ça, est-ce que dans ce budget, on vous montre par où nous allons commencer? Donc il faut remettre en question pour dire, mais le bien-être de cette famille, de la famille là, c'est avoir des moyens, des ressources. Comment est-ce que vous allez vous impulser pour que nous ayons des activités génératrices de revenus qui est l'emploi? Parce que même tous ces étudiants, que ce soit aux humanités, que ce soit aux instituts supérieurs universités, n'ont pas d'emploi. Donc il faut inventer, c'est ça qui nous manque. Voilà les voies du moyen, il faut inventer pour dire, nous allons faire sortir le capital humain pour avoir ceci. Mais si c'est seulement pour dire, voilà le budget, la bonne gouvernance, eh ben, nous ne saurons jamais. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, c'est poser des questions, c'est quel type de jeunesse nous voulons avoir pour redresser cette province, d'où on va investir dans le capital humain, même si ça nous prend 10 ans. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'immédiat? Je ne saurais pas répondre à la question que faire pour que les Kassaïens s'acceptent. Il faut leur donner l'occasion, justement, dans les associations. Les associations jouent un grand rôle. Mais vous ne pouvez pas prétendre arriver à la sécurité si quelqu'un est affamé, si quelqu'un n'a pas d'emploi pour avoir un logement sain, pour avoir accès aux soins de santé, à l'éducation. Donc c'est ça qu'il faut que nous, les dirigeants, nous puissions réfléchir pour dire comment faire en sorte que le social, les social, essentiellement, c'est l'emploi, la santé et l'éducation. Si nous offrons à notre population ça, nous pouvons dire la sécurité, nous allons garantir. D'abord donner ça, puis après, nous allons voir le reste. Voilà un peu, c'est pour répondre à ces 3 premières questions. L'appartenance politique. Je vous ai dit, ça c'est, je vous ai déjà répondu. L'union sacrée n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de goût. J'ai déjà répondu à ça. Actuellement, nous n'avons pas besoin de militantisme d'appartenance politique. Monsieur le modérateur, je commence par remercier le docteur pour son exposé et les soucis du développement. J'avais juste 2 petites questions. La première est celle de savoir comment les Kassaïens peuvent développer seuls leur province.
Parce que nous regardons à la télé dans d'autres provinces, il y a les ressortissants qui organisent des forums, des colloques, ils parlent du développement de leur contrée. Mais pourquoi ce n'est pas le cas ici au Kasaï oriental? Est-ce l'intelligence manque ou bien il manque l'initiative? Et vous, vous êtes là comme acteur, vous ne pouvez pas vous mettre en avant-plan pour initier des rencontres du genre pour parler du développement, ou vous vous limitez juste à la presse. Je termine avec l'union sacrée. Vous avez dit que l'union sacrée n'a pas d'odeur, il n'y a pas l'union n'a pas de couleur, il n'y a même pas de sexe dans l'union sacrée. Donc, avec l'actuel gouvernement mis en place, nous voyons 27% des femmes ici de partis politiques, mais aussi de la société civile. Est-ce que le Premier ministre s'inscrit dans cette logique de l'union sacrée ou bien il est allé à côté? Merci. Merci aussi au docteur Badiba Nsambuka pour l'opportunité qu'il nous offre. J'ai une petite question, je commence par une réflexion. Le bien-être, c'est l'accès à une bonne éducation, l'accès à la santé, l'accès à ceci, à cela. Comment alors que pour atteindre cet idéal, il faut avoir un leadership responsable et capable de réaliser ce rêve de la société? Comment y arriver? Car à mon sens, on a seulement déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, surtout avec le bouleversement que nous venons de connaître dans le divorce FCC Cash et la sortie du gouvernement Sama qui n'est allé puiser qu'à la même source. Comment nous pouvons arriver à atteindre cet idéal de la société? Puisque le leadership que nous avons, qu'on avait, n'était pas responsable et n'était pas capable de réaliser le rêve de la société. Je voudrais enchaîner, avant qu'on passe à la conclusion. Au Kasaï oriental, pouvons-nous considérer que la déchéance du gouverneur Jean Maweja, comme tout le monde clame et applaudit, puisse être l'unique solution pour le développement ou le décollage de cette province? Merci. Comment les Kassandres se développer seuls et développer leur province seuls, alors que dans d'autres provinces, on voit des colloques, des forums se tenir pour le développement de leur province. Il y a même des gens qui viennent d'ailleurs pour assister à leur forum. Ça a toujours été aussi une remise en question. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu vraiment à travailler presque dans toutes les provinces du pays. Quand je vois ce brassage, même je rencontre les fils de notre pays ici, et de notre province ailleurs, je me dis, mais pourquoi nous avons cette capacité d'aller ailleurs et de ne pas contribuer au développement de cette contrée-là, mais alors qu'ici, chez nous, nous restons toujours entre nous en train de nous bagarrer du matin au soir. Qu'est-ce qui fera que nous puissions aussi assurer que les autres viennent? Moi, je pense que cet esprit que nous, Kasaïens, nous avons d'aller ailleurs, est un très bon esprit à encourager. Donc, nous allons ailleurs, mais si nous voyons l'exemple d'autres pays, d'autres provinces, mais ils vont ailleurs, ils rapatrient, si vous voulez, toujours dans leur province d'origine. Ils reviennent avec tout ce une partie de la richesse amassée ailleurs, mais ils vont faire, que ce soit la diaspora extérieure, mais ils ramènent, et on peut chiffrer même ça. Et c'est ce qui nous étonne ici chez nous. Nous disons, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Je pense que je vous ai déjà sur vos antennes rappelé plus dire, mais est-ce que si le leader lui-même, le feu Tshisekedi Mulumba, était resté au Kasaï, est-ce qu'il allait être leader
comme il a été en restant loin du Kasaï à Kinshasa. C'est toute une question. Pourquoi nous, pour nous en sortir, il faut aller d'abord ailleurs, c'est là où nous allons être leaders acceptés par les autres. C'est-à-dire nous avons un comportement différent quand nous nous trouvons à l'extérieur et quand nous nous retrouvons ici chez nous. Mais qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je vis aussi la même chose. Je me dis, mais pourquoi pour s'affirmer, nous quittons toujours notre province pour aller ailleurs? C'est là où on va entendre parler de nous. Le plus grand chocolatier de Goma, il est fils du Kasaï. Mais c'est à Goma où il va installer son usine. C'est un fils d'ici. Je pense qu'il faut avoir une gouvernance qui va privilégier le développement de nos territoires. Nos territoires sont restés en déphasage avec ce qui se passe dans les grandes villes. Jusqu'à présent, celui qui est dans les territoires pense qu'en venant à Mbujimaï, il est civilisé. Et de même, celui qui est en Mbujimaï, quand il va dans les autres grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, il pense qu'il est civilisé. Il y a quelque chose que je fais toujours, moi aussi, je demande aux sociologues, aux anthropologues, nos universités, d'étudier qu'est-ce qui se passe avec notre peuple ici, le Moulouba que nous sommes, n'ayons pas honte de le dire. Pourquoi nous nous querellons tout le temps, nous n'essayons pas de faire en sorte. Vous vous rappellerez qu'en 2016, quand j'étais le malheureux challenger de Katsanj, j'avais écrit dans mon programme pour dire qu'il faut faire de Mbujimaï une ville cosmopolite. J'avais insisté sur ce fait. Pourquoi? Parce que je me suis inspiré des expériences de refoulement. Chaque fois qu'il y a eu le refoulement de Kasaïen en 1960, on a eu ce brassage. C'est dans ce moment-là que nous avons, avec le Sud Kasaï, là, nous avons créé la ville de Mbujimaï. C'est avec le refoulement de 1992-93 que tous ces quartiers ici sont bâtis. C'est-à-dire, il nous faut nous ouvrir pour que le Kasaïen revienne. Mais c'est la grande question. Comment faire pour que le Kasaïen revienne? Nous disons, il faudrait commencer par ici, que tous ceux qui ont la richesse ici rentrent investir dans leur territoire. Et quand ils sont ailleurs, à Kinshasa, où ils rapatrient dans leur province, c'est qu'ils ont comme surplus, si vous voulez. Mais nous ne construisons pas chez nous. Regardez les meilleures écoles. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Regardez nos universités, l'infrastructure que nous avons. Une expérience que j'ai vécue au Cameroun avec du temps du président Ahidjo. Chaque chef-lieu de province avait une infrastructure d'accueil. Et chaque mois ou chaque année, la fête de l'indépendance, c'était à tour de rôle. Et ça permettait justement de pousser le développement de ce coin. Pourquoi est-ce que nous devons avoir tout le temps ici, chez nous, et le Parlement, l'Assemblée provinciale et le gouvernement? Mais qu'on enlève, par exemple, l'Assemblée provinciale, on dit, mais l'Assemblée provinciale ira s'installer, par exemple, à Miabi ou au lac Mukamba. Et que chaque fête de l'indépendance de notre pays, on va fêter à tour de rôle dans chaque territoire
on donnerait l'importance. C'est une idée, j'imagine. Mais regardez cette jeunesse ici. Qu'est-ce qui fait que la gouvernance, dans cette période de transition, pour dire, puisque le bien-être dépend d'abord de cette alimentation, de l'accès à une alimentation saine, à l'emploi, d'inverser toute cette jeunesse que nous avons qui chôme pour aménager l'infrastructure routière et réfléchir combien nous pouvons motiver ces enfants, ces jeunes-là. En rien n'étant dans les 2 ans, nos jeunes vont travailler. Ils vont aménager toutes ces routes des cercles agricoles qui amènent vers les grands centres de consommation. Est-ce que ça se trouve dans cette proposition-là du budget de ces 2 ans que nous allons entreprendre? Verser nos jeunes gens pour dire nous allons tous maintenant nous attaquer à l'infrastructure routière et à l'agriculture et transformer ces produits des champs pour les amener. Ce sont ces petites choses qu'il faut que nous puissions, c'est ce qui va donner confiance. Madame Binda nous a dit, tant qu'il n'y a pas de confiance de notre population dans n'importe quel leadership que vous allez installer ici au niveau de la province, peu importe son appartenance, nous n'allons pas décoller. Pour créer la confiance, c'est pourquoi je vous ai dit, l'union sacrée, vraiment c'est très bien imagé. L'union sacrée n'a pas d'appartenance. Il faut faire taire. Si moi, j'étais au niveau de la présidence de la République, j'allais suggérer pour dire il faut supprimer ces assemblées provinciales. Ça doit être une des grandes réformes, parce que c'est source, pas seulement au Kassai, mais regardez, c'est tout le pays. Tout le pays, les assemblées provinciales ne font que des luttes intestines, hein, des luttes partisanes, mais ne parlent pas, vous allez dire, au nom du peuple. Non. Il faut supprimer ces assemblées provinciales. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un ancien ministre qui propose ça au niveau national pour les réformes, en disant pétition, on doit supprimer les assemblées provinciales, le Sénat, etc. Ça ne nous sert absolument à rien. Hein, je viens de voir tout de suite une pétition au niveau national, ils sont en train de réfléchir. Pour moi, je pense que, écoutez, pour développer la province, il nous faut une administration. Ce ne sont pas les politiciens qui vont développer la province. Eux, ils tracent des visions. Mais quelle est l'administration que nous avons ici au niveau de la province? Quelle est cette administration que nous avons pour prendre en main, peu importe le gouvernement qui sera mis en place, mais c'est l'administration territoriale, c'est l'administration provinciale qui va prendre en charge le développement. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça sera des luttes de positionnement. Nous n'y croyons pas. C'est ça que nous disons, est ce rendez-vous raté. Il faut remettre en question. C'est ça que nous disons. Madame a dit, mais vous vous adressez seulement à la presse. Et pourquoi vous-même, vous n'allez pas sur le terrain? Hélas, je peux dire aussi que je suis sur le terrain, mais dans mon domaine c'est, je suis retraité pour la santé, je ne saurais plus, sauf éduquer pour la santé. J'utilise la presse parce que vous avez une large audience, quoi. C'est pourquoi je dis même pas. Mais je suis sur le terrain, je réfléchis avec les écoles. D'abord, je me suis dit que je resterais seulement à Bujimaï. Maintenant, je suis vers Kabea Kamwanga, mais sur le plan culturel, parce que j'ai dit, tant que nous n'avons pas de référentiel du développement, il faut éduquer ces enfants. Et je suis sur le plan culturel, je suis en province, et du côté de Kabea Kamwanga, Lac Mukamba, parce que j'ai trouvé un partenaire là. Il y a un partenaire de développement, le projet Lac Mukamba, je me dis, est-ce qu'on peut s'associer? Je suis du côté de Ndanda Njika aussi parce que j'ai trouvé des partenaires qui acceptent
Mais c'est très difficile. J'ai déjà fait des démarches auprès des hommes d'affaires d'ici. C'est fermé, c'est hermétiquement fermé. Et je dis, mais je peux trouver seulement des petites ouvertures. Et les petites ouvertures, c'est celle-là que je vous dis. Je ne crie pas, mais je travaille dans le domaine culturel et de l'éducation pour dire, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Même au niveau ici de l'autorité scolaire, c'est très fermé. Madame, j'ai proposé, et le temps de pouvoir passer, j'avais proposé à l'université de Chikama d'abord, avec le recteur, qui est toujours recteur maintenant, et les doyens. Je lui ai dit, j'ai toute une formation, c'est nous les pionniers d'établissement de ce plan national de développement sanitaire. Faisons des démarches pour votre unité de santé publique pour qu'on attribue des zones de santé à l'université de Chikama. J'ai fait 3 ans. J'étais toujours à Chikama, supplier les recteurs doyens en ce moment-là pour dire, s'il vous plaît, je peux contribuer à la formation pratique de ces jeunes médecins, mais dans ce domaine, il faut la zone de santé, puisqu'on va les former par rapport aux fonctions qu'ils vont remplir réellement sur terrain quand ils vont sortir. Bloqué. Il n'y a pas 2 ans, j'ai écrit à l'université officielle de Mbujimayi, au recteur de cette université, au doyen de la faculté de médecine, lorsqu'il s'est disputé l'hôpital d'Ipumba pour être clinique universitaire. J'ai écrit, je leur dis, quand j'étais étudiant, tous ces hôpitaux généraux de référence, vous n'avez pas besoin de dire avoir un statut spécial. Sont d'office des sites de formation des étudiants en médecine. Donc vous n'avez même pas à vous bagarrer là-dessus, puisque les arrêtés existent. Nous, c'est ce que nous avons fait de notre temps. C'est comme ça, Bonzola ici, on envoyait des stagiaires ici. Et j'ai écrit pour demander, pour dire la formation universitaire et pratique, c'est tout autre chose. Je suis un retraité, je ne vous demande pas de me payer. Je suis disposé à discuter avec la faculté de médecine l'encadrement de ces jeunes étudiants de doctorat en médecine pour leur stage pratique. Fermé. C'est ça que nous sommes en train de décrier en disant, il n'y a pas d'ouverture chez nous. Mais j'ai dit, mais moi je suis déjà un retraité, je ne vais jamais remplacer quelqu'un ici. C'est pour seulement me dire, voilà, en Europe c'est comme ça, aux États-Unis j'ai vécu ça, on utilise les retraités pour l'encadrement des jeunes. Parce qu'on ne les paye pas, c'est bénévolement. C'est ce que l'esprit que j'ai insufflé ici. J'ai discuté avec le gouverneur, j'ai discuté avec le feu professeur Ngandou. Je lui ai dit, mais nous pouvons former, encadrer ces jeunes gens. On ne nous paye pas, je n'ai pas besoin de leur salaire, mais j'ai besoin seulement de me vouer pour cette jeunesse-là. Fermée hermétiquement. Voilà. Donc, c'est pour répondre à sa question. Au Kasaï oriental, si vous pouvez, si je crois que j'ai... oui. La déchéance du gouverneur. Rentrez dans ce que je vous dis, l'union sacrée n'a pas de couleur, n'a pas de goût, n'a pas de race. Actuellement, même si, quand je vous ai dit, je vous ai rappelé 2016 en disant Mbujimayi devait être une ville cosmopolite comme Kinshasa, n'importe qui pouvait postuler être au niveau de l'exécutif, au niveau... C'est ça notre péché. Tant que nous n'arriverons pas à hisser Mbujimayi à ce niveau-là, nous allons continuer à nous tuer inutilement. Donc pour moi, il faut une nouvelle mentalité qui dit cosmopolite,
brassage, etc. Si nous arrivons à cette étape-là, nous allons dire qui est capable de... Si nous n'arrivons pas, laissons voir ce qui va se passer maintenant. Nous allons tourner en rond. Peu importe la personne qui sera à ce niveau-là, si nous n'avons pas cette idée d'union sacrée et pour nous détacher de ces militantismes, nous allons tourner en rond parce que dans les 2 ans, le peuple, malheureusement, on va acclamer n'importe qui va passer comme chef, n'est-ce pas? On viendra avec des pagnes, avec des mpiodis, avec de ceci. On va donner, qu'est-ce que vous pensez? Donc voilà un peu ce que moi je dis, que je ne crois pas beaucoup à ce changement-là, sans tenir compte de cet état d'esprit de l'union sacrée. Je n'y crois pas. Je me dis, on va tourner en rond, on va tourner en rond, on va s'entre-manger entre nous, et puis les 2 ans vont s'accomplir. Et le temps nous faisant défaut, quelle est votre conclusion par rapport à cette question? Intégrer la notion de l'union sacrée. Et si nous avons la notion de l'union sacrée ici au Kasaï oriental, nous allons supprimer, réduire à minima le militantisme politique. Inutile. Aide-toi. Le siècle. Donc nous n'allons pas nous en sortir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'union sacrée est un état d'esprit sans appartenance, ni ethnique, tribal comme on dit, ni politique, ni religieuse, ni de genre, mais c'est un état d'esprit pour dire c'est une période de transition. Et dans cette période de transition, nous nous préparons pour amorcer le vrai développement du Kasaï oriental. Si nous n'avons pas cet état d'esprit, nous allons tourner en rond les 30 mois qui nous restent. On va tourner en rond. On va applaudir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, mais c'est seulement pour assouvir un peu nos intérêts personnels, mais pas pour l'intérêt, comme je vous ai dit, le bien-être du Kasaï. C'est très lourd. Mais il faut que nous acceptions que c'est une période de transition sans tenir compte de votre provenance, quelle qu'elle soit. Voilà ma conclusion. En ce moment-là, nous aurons un plan d'action de cette période de transition pour nous faire sortir de cette situation de détresse. Merci. Zambe o nakomi tunaka o, Zambe o nakomi tunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o.